de la cage aux folles. C'est moi qui l'avais faite. Il l'a signée avec Jean Poiret, mais j'ai complètement écrite. Donc, quand j'ai appris qu'on est nominé ou nommé, je l'appelle. Et je lui dis, Marcello, alors, tu as vu, on va à Los Angeles, non? Je savais que mon numéro ne pouvait pas, il tournait un film en Belgique. Et Poiret ne prenait pas l'avion, Jean Poiret. Et il dit, oui, j'y vais, oui. Je dis, et moi, ben, tu vas si tu veux. Et je te jure, je lui dis, je ne vais pas payer un billet d'avion. Aller à Los Angeles, j'habitais pas là-bas, m'installer à l'hôtel pour aller toucher ma nomination, peut-être que j'aurais pas l'Oscar. Et je me dis, toi, je te verrai repasser, je verrai le corps dans mon lit repasser dans la rivière. Effectivement, quand il s'agit d'écrire la deuxième cage aux folles, il ne trouve pas un scénariste pour le faire. Et là, il m'appelle, comme dans les bandes dessinées avec des fleurs dans le dialogue, comme ça, au comme ça. Francis, c'est Marcello. Tu sais que je trouve que tu es un formidable professionnel. Alors voilà, j'aimerais beaucoup que tu fasses la deuxième cage folle, tu vois, tu sais, ça s'est bien passé, hein, tu parles, connard. Et donc, je lui dis, ben, appelle mon agent, et je demande une somme énorme. Je demande une place au Grand Hôtel, qui est un hôtel super à Rome, une suite, hein, la suite présidentielle quasiment, et les machines à ramer dans la suite, parce que je savais que j'allais travailler comme un fou, je voulais faire du sport. Quand il apprend ça, il a un infarctus, il ne peut pas se passer de moi, parce qu'une suite, ça fait tellement les 2/3, presque toujours les 2/3 statistiquement du premier, il a l'air de gagner des milliards, lui. Donc il est obligé d'accepter. Et on a ce qu'on appelle un conference call, c'est-à-dire que j'étais à Paris, il était à Rome, et mon agent était je ne sais pas où, et je l'ai au téléphone. Et il me dit d'une voix mourante, bon, mais Francis, je te donne ce que tu demandes. Vous savez que une voix qui tremblait, des larmes dans la bouche, je te donne ce que tu demandes, tu as ta suite au Grand Hôtel, et tu as ta machine à ramer à la suite. Allez savoir pourquoi, je lui dis, mais j'aimerais dîner avec le pape mercredi. Et il me répond, le pape, je peux pas. C'est étonnant. Pierre, tu as des questions? Oui. La prochaine pièce, après le tourbillon, qui a été un succès à la Madeleine, vous pensez en faire une autre? Elle est faite, j'ai fait la lecture avant-hier. Non, celle-là, la dernière, s'appelle Le Repenti. Ah, d'accord. Et c'est fait. Je voulais prouver qu'un vieillard comme moi pouvait encore récupérer une pièce à mon âge. C'était super, la Madeleine. J'y étais. Ben, écoutez, de toute façon, je vous dis, ça a été très, très, très dur. Parce que quand j'avais 30-40 ans, j'avais la fraîcheur, vous voyez. Maintenant, il ne me reste que la technique. Et le pic d'un auteur, c'est quand la fraîcheur et la technique s'équilibrent. Puis à un moment donné où vous perdez la fraîcheur, fatalement, vous voyez. Et d'ailleurs, c'est drôle ce que disait André Roussin, qui a fait des très belles pièces. Il disait en vieillissant, ces pièces qu'on écrit de mieux en mieux et qui marchent de plus en plus mal. Et là, moi, j'ai essayé. On va voir. On va voir. Mais en tout cas, remis au théâtre, quand j'aurai 88 ans, l'année prochaine, là, c'est très tentant, tu vois. Est-ce que tu écris toujours de ta belle écriture illisible que je connais par cœur? Oui, j'ai jamais touché à l'ordinateur. Et votre rencontre avec Gérard Houry, parce que vous êtes un peu son petit frère spirituel, la question, je pense qu'on est peut-être tous à se poser dans la salle, il y a quand même un immense acteur qui aurait pu interpréter certains de vos scénarios et qui n'a jamais travaillé avec vous, c'est Louis de Funès. Oui, mais j'ai déjeuné avec Louis de Funès. Il attendait à ce que je travaille pour lui. Je me suis retrouvé à la maison du Danemark, en face d'un type charmant et sinistre. Il n'était pas du tout dans la vie, il n'était pas aussi merveilleux que dans les films. C'est un type triste, avec de très très beaux yeux, que sa femme critiquait toujours le chef opérateur, parce qu'on ne voyait pas qu'il avait des beaux yeux. Il avait des yeux verts, pour ceux qui l'ont rencontré dans la vie. Et il m'a donné un conseil de scénariste, c'est drôle. Il m'a dit, quand vous finissez une scène, supprimez la dernière réplique, parce que vous fermez une porte. Si vous laissez la dernière réplique en dehors, vous passez à l'autre scène plus facilement. Et c'est vrai, sauf pour ce qu'on appelle les punchlines.
c'est si vous avez en fin de scène une vanne quelconque, il ne faut pas l'enlever. Mais sinon, si c'est simplement pour finir la scène sur un petit point final, c'est idiot. Et alors, il m'a demandé d'écrire pour lui. Mais c'est le contraire d'un rêve de scénariste. C'est lui qui faisait rire. C'est-à-dire qu'il faisait des grimaces. Et on n'écoutait pas le dialogue. Et je me souviens, j'ai vu La Valse des Toréadors avec lui, au théâtre, une pièce d'Anouilh, parce qu'il a voulu sauver son âme avec quelque chose de sérieux. Ça a été épouvantable. À un moment donné, il y avait une scène, je me souviens, où il racontait à son protagoniste l'histoire de l'enfant spartiate qui vole un renard dans un marché, qui le cache dans sa poche, comme ça, et le renard commence à lui manger le foie. Et tout le monde commence à l'accuser de vol. Il dit non, j'ai rien volé, il s'en va en mourant. Donc c'est pas particulièrement comique, hein, mais c'était un Spartiate. Donc. Et qu'est-ce qu'il fait pas de Funès? Il dit, je vais te raconter l'histoire de l'enfant Spartiate. Et il se met à marcher sur scène. Sa façon de marcher, Groucho Marx à côté était une carmélite. Hein. Il était à moitié comme ça, c'était extraordinaire, et le public commence à hurler de rire. L'histoire passe complètement inaperçue. Ce qui fait que pour un dialoguiste, c'est pas passionnant. Hein. Il improvisait beaucoup. Et il improvisait beaucoup en plus. Ben oui, il avait raison. Parce que pour arriver à faire avec son nez ce qu'il faisait dans Oscar, il avait écrit. Francis, j'aimerais aussi, parce qu'on a beaucoup parlé d'hommes, un jour ton producteur Robert Hamon t'a convié à un dîner. J'aimerais que tu racontes cette très bonne anecdote. Je vais essayer de faire court, alors, parce que Robert Hamon était un producteur que j'ai eu sur Emmerdeur, et qui me téléphone en disant on dit chez Marlène Dietrich ce soir, est-ce que ça t'intéresse? Qui va refuser de dîner chez Marlène Dietrich? Je dis absolument, je suis ravi. Alors. Et on arrive, on était 6, il devait être 6, et on était 7 avec moi. Il y avait Chabrol et sa femme de l'époque, il y avait le producteur avec sa femme, il y avait un type qui s'appelait Claude Gégère, qui était aussi un producteur, et puis moi, qui était le dernier, la porte sonne, elle habitait à l'appartement à Ville-Montaigne. Magnifique immeuble, on sonne à la porte et elle ouvre. Elle était habillée en camionneur, c'est-à-dire qu'elle avait une veste en jean, un jean en bas, et elle était encore attirante à 73 ans, parce qu'elle passait 18h30 dans sa salle de bain, et 1h30 à l'extérieur quasiment. Donc elle était parfaitement maquillée, etc. Et tout à coup, c'est pas Marlène Dietrich, c'est Himmler. Elle dit, j'avais invité 6 personnes. Elle nous compte. 1, 2, 5, 3, 5. Je dis merde, il faut que je m'en aille. Moi, je dis, non, excusez-moi, Marlène, c'est moi qui suis en trop. Je suis absolument désolé, je m'en vais. Non, vous restez. Et puis on entre, on ne mangeait pas dans la salle à manger parce qu'elle se faisait payer quand elle allait à Berlin-Est en piano. Ce sont des Bosendorf, ça coûte une fortune. Ce qui fait qu'il y avait 3 pianos, grands pianos à queue, on ne pouvait pas s'installer dans la salle à manger. Donc on mangeait dans l'antichambre. Et il y avait 6 couverts. Hein, et il y en avait 7 parce qu'elle devait s'asseoir, mais c'est moi qui m'assois à sa place. Ce qui fait qu'on est tous assis et les bouts. Alors tout le monde se lève, comme dans les chaises musicales, comme ça. Et ils s'excusent, c'était tous des vieux, pour moi qui avais 28 ans, hein, ou 29 ans, je ne sais pas. Et ils s'excusent, Marlène, asseyez-vous. Non! Elle dit, je ne m'assois pas à table, je sers. Et Brialine m'avait dit qu'elle avait 2 plats, qui étaient les écrevisses à la nage et le bœuf ficelle, le bœuf actuel, un truc comme ça. Et c'est elle qui servait, effectivement. Alors tout le monde s'assoit, gêné, évidemment. Et puis, on s'habitue. Alors, on s'habitue à voir Marlène Dietrich comme bonne. Et du pain, Marlène, s'il vous plaît. Et puis, à un moment donné, le producteur me dit, le Bob Hamon me dit, je vais lui dire quelque chose de gentil. C'est Antoine. Parce qu'il faut le remercier. Et j'arrive dans la cuisine et je lui dis, Marlène, je ne savais pas que vous étiez aussi adorable.
Et à ce moment-là, elle me prend par la main. Et on revient tous les deux main dans la main à table. Et je ne savais pas quoi faire. Je disais, nos parents ne sont jamais d'accord. Et puis finalement, on s'installe dans la salle à manger, on se tenant par la main. Et là, j'ai eu une aventure avec Marlène Dietrich que je ne vous raconterai pas parce que je crois qu'on est limité par le temps maintenant. Alors, je vous la raconte. Donc, c'est que je vais courir au bois. Et quand je reviens, la bonne qui avait l'âge de Marlène Dietrich me dit Marlène Dietrich a téléphoné. C'était l'ange bleu tout à coup. Hein. Et je dis ah bon, c'est vrai que je lui ai donné mon portable et mon fixe, parce qu'elle avait exigé que je lui donne. Elle me dit je veux vous voir ce soir. Et moi, je répétais ma première pièce au gymnase, au théâtre du gymnase. Et je lui dis, vous savez, Marlène, je ne peux pas venir parce que je répète là tout à l'heure, je ne peux pas venir vous voir, mais un autre jour peut-être. Elle me dit, 1 demi-heure. Je veux qu'on astrologue fasse notre thème astral. Il part pour New York demain, et je veux qu'il fasse notre thème astral. Capote. Alors donc, j'arrive à New-Montagne, je sonne, elle m'ouvre, alors l'ange bleu, et il y avait un briquet en or sur la table, un Dupont, et à l'époque je fumais. C'est pour vous. Je me prends pour un gigolo. Alors je dis, vous êtes gentil Marlène, mais je ne vais pas accepter, mais je sais que j'ai un briquet chez vous, et que je viendrai fumer une cigarette de temps en temps. Asseyez-vous! Alors je m'assois. Elle me sert du champagne dans un bocal, littéralement. C'est-à-dire qu'elle voulait me saouler. Et je me retrouve comme une jeune fille en face d'un séducteur. C'est-à-dire que les joues serrées. J'avais peur. Et puis à un moment donné, elle me dit oh Marlène, il faut que je me sauve. Et puis je suis parti. Et ensuite on dînait, mais pas chez elle, parce que j'avais peur. On dînait, et là ça a été fascinant. Mais là, je vous tiens pour la nuit avec cette histoire. Donc, on a un jeune comédien qui vient d'arriver, qui aurait une question à te poser. Mais non, rien du tout. Bon, c'est Antoine Duléry. Bonjour Francis. Non, c'est moi, je viens. Salut Francis. Malheureusement, je viens d'arriver parce que j'étais en synchro cet après-midi pour un film que j'ai fait. Et malheureusement, je n'ai pas pu assister malheureusement à tout. Ah non, malheureusement, mais je te connais, tu sais, j'ai lu ton livre tellement avec tellement vraiment d'intérêt, et tu sais, parce qu'on s'est vu il n'y a pas longtemps, tu sais évidemment toute l'admiration que je te voue. Tu es un des plus grands cinéastes et scénaristes que je connaisse du monde entier. Tu es un génie, non mais tu es un génie, tu es comme Feydeau, tu es comme, voilà, tu es à l'égal de tous ces grands. Tu nous as enchantés. Je t'aime beaucoup. Hein. Non mais c'est vrai, parce que tu sais, la comédie, c'est ce qu'il y a de plus, tu sais très bien que c'est ce qu'il y a de plus difficile. Comme tu disais, je m'amuse quelquefois à faire Noiret en citant, j'aime citer Guitry qui disait dans Deux bureaux, à ceux qui font sourire, on ne dit pas merci. Laisse la gloire à ceux qui font pleurer. On n'en a jamais que les gens qui sont tristes. On se souvient toujours si mal de ceux qui nous ont fait du bien. Voilà, alors ça c'est beau. Mais tu as fait, je dis ça, ça ne te concerne pas, puisque évidemment, tu as fait des millions de spectateurs. Nos enfants, comme je te l'ai dit, ce qui est génial, c'est que ton cinéma séduit toutes les générations. Mes enfants qui ont 20 et 26 ans ont vu 53 fois La Chèvre, connaissent les répliques par cœur de tous tes films, et c'est pour ça que tu es éternel, immense et génial. Tu es de plus en plus sympathique. Je peux dire maintenant que Francis m'a payé juste avant que j'arrive. Il m'a payé très très cher. Voilà. Ça m'arrive de dire ça, c'est marrant. Parce que j'étais un jour avec Marc Esposito qui faisait première, tu sais, tout cas ces journaux-là. On était installés, c'est très rare que les Américains me reconnaissent. Et tout à coup, il y a une bonne femme qui s'approche et dit oh, I like a lot your movies, etc. Et puis je dis à Esposito, oui, je lui ai filé une enveloppe. Alors j'ai un bonjour à te faire, Francis, de quelqu'un que je crois que tu connais un petit peu, que j'ai eu tout à l'heure au téléphone, je lui ai dit que je te verrais.
Ce jeune acteur s'appelle Pierre Richard et il t'embrasse. Et je lui ai dit, Francis, que j'allais revoir le jouet, et il m'a dit, ah, mon film préféré. Moi, ce qui m'a d'abord, ça me fait plaisir encore une fois, mais ce qui m'a fait plaisir aussi, c'est Michel Bouquet, qui était un acteur que vous savez, a dit que c'était un des films qu'il préférait aussi. C'est fou. Je voudrais vous raconter une courte histoire sur Depardieu, je peux là, parce que j'avais invité à la maison des cousins de ma femme, qui étaient deux instituteurs, un couple, d'une tristesse affligeante. On ne pouvait pas alors tirer un mot seulement. Et j'ai fait venir, c'est un guet-apens, un copain à moi qui était un romancier d'espionnage, en disant, viens, tu vas voir, j'ai des cousins de ma femme, on va se parler, c'est vraiment je voulais qu'ils m'aident. Et le malheureux a cherché à fournir, enfin ils étaient comme ça les autres. Et puis à un moment donné, bon, il était exténué, etc. Il s'en va, il me dit, mais qui sont ces gens? Et là, je m'excuse, et puis je lui dis, pardon, hein, excuse-moi, mais tu m'as aidé, etc. Et puis on sort ensemble, il était très saoul, parce qu'il buvait beaucoup, et il y avait, j'ai vu une impasse, et il y avait à peu près 25-30 mètres à faire pour aller jusqu'au trottoir. Et il se met à péter sur 30 mètres, c'est-à-dire que ça ne s'arrêtait pas. Il pétait. Et j'étais stupéfait, moi. Et c'est là où j'ai dit, d'ailleurs, arrête de péter pendant que je te parle. C'est là que j'ai dit ça. Et le lendemain, je vais Depardieu au studio, et Depardieu pétait tout le temps. Et je lui dis, tu sais, Gérard, il y a un type qui a pété sur 30 mètres. Il m'a dit, il faut que je le rencontre. Je vous jure que c'est vrai. Alors, j'ai appelé mon copain Richard Caron, et je lui ai dit, et tu sais, il y a Gérard Depardieu, l'autre était très flatté, il ne savait pas pourquoi. Il vient à la maison, et Depardieu arrive, s'approche de lui et lui dit, bravo. Voilà, on peut finir avec ça.